Pouvons commencer. Alors voici, cet après-midi, nous avons donc un groupe de discussion et nous voudrions commencer en saluant Madame Evelyne Maire qui va nous présenter le sujet de la contraception. Et vous prévoyez une présentation de combien de minutes à peu près? Bon, la présentation, c'est à peu près 3/4 d'heure. Et après, nous avons jusqu'à 3h30. Donc, voici. Alors, ce que j'ai prévu, Oui. mais ça dépendra de vous Oui. aussi, hein, ce serait qu'ensuite, on se divise en 2 groupes, Oui, avec deux questions où vous travaillez, puisque c'est un atelier, donc on travaille ensemble. Oui. Hein. Mais peut-être que ça ne sera pas judicieux, peut-être que vous préférerez poser des questions. Ça, c'est tout à fait à votre... alors, peut-être le moment venu, on va décider ce que nous allons faire. Ou rester ensemble, poser des questions, ou se diviser, ou en petits groupes. Hein? Mais nous ne tranchons pas pour l'instant. Alors, Evelyne Maire est donc femme de Charles Daniel, qui est très connu ici dans la maison, et avec lui, auteur de ce livre qui vient de paraître, Famille, point de repère. Et donc, c'est à ce titre qu'elle intervient cet après-midi, et nous allons vous écouter avec beaucoup d'intérêt. Merci. Alors, je vais peut-être quand même donner quelques autres précisions, parce qu'on m'a présenté en tant que faisant partie de la Ligue pour la lecture de la Bible, ce que effectivement, c'est juste, mais par rapport au sujet qui nous intéresse, ma spécialité, c'est quand même ce domaine de la contraception, surtout parce que je suis en fait conseillère conjugale et familiale, et que je travaille professionnellement actuellement dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, dans un centre pour femmes en détresse, donc violence conjugale, rupture familiale, voilà. D'autre part, c'est un peu mon introduction, les préliminaires, d'où je parle et à quel titre. Oui, il y a ce livre que nous avons écrit avec mon mari, et je crois qu'on ne peut pas occulter la question de la procréation, de la régulation des naissances quand on traite de la famille et du couple. D'autre part, j'ai quand même un petit peu étudié la question, en ce sens que ce fut le sujet de mon mémoire de maîtrise, lequel mémoire se trouve ici à la faculté. Mémoire de maîtrise en sciences de la famille, que j'ai soutenu à Lyon, de même que celui d'un travail de recherche en épidémiologie, et dont les résultats ont paru dans une revue scientifique, Contraception, fertilité, sexualité, Journal français de médecine de la reproduction. C'était une enquête réalisée à la maternité de Valence et qui a été publiée dans cette revue scientifique. Donc ça, c'est un peu pour les apports théoriques, mais je dois dire que c'est surtout en tant que femme de terrain que je me situe, avec une 20aine d'années d'expérience dans ce domaine, particulièrement en Afrique, au contact des femmes et des couples qui, non seulement pour eux-mêmes, mais également pour le transmettre à d'autres, désiraient être initiés et formés aux différentes méthodes de régulation des naissances, notamment les méthodes basées sur l'utilisation de la connaissance de la biologie de la reproduction. Ce qui m'a valu sur le privilège sur le plan international de participer à plusieurs congrès mondiaux où scientifiques, médecins, chercheurs spécialisés dans le domaine ou simples éducateurs de terrain comme moi confrontaient le résultat de leurs expériences et de leurs recherches tant dans le domaine scientifique que pédagogique. Et la pédagogie, nous verrons, est très importante dans ce domaine. Alors, je dois beaucoup à la FIDAF, Fédération internationale d'action familiale, et au CLAIR, Centre de liaison des équipes de recherche sur l'amour et la famille, où j'ai reçu ma formation de conseillère conjugale et familiale,
de ce qu'on appelle chez nous monitrice MAO, des méthodes d'auto-observation. Et à ce titre, j'aimerais vous présenter une collègue, le docteur Françoise Villot, que j'ai invitée à nous rejoindre, suivant pour répondre à vos questions, ou elle travaille dans la région, elle est médecin scolaire. Et si dans la région, vous aimeriez avoir un point d'attache ou des renseignements plus ciblés par rapport à la région, ça sera un contact intéressant. Donc Françoise Villot. Je salue aussi la présence de Charles Daniel, mais peut-être que tout le monde le connaît ici dans la maison, comme vous avez dit. Voilà, encore une ou deux remarques préliminaires. D'abord, quelque chose à souligner qui est très important quand on aborde un tel sujet, qui touche à la fois à la sexualité et la procréation, eh bien, c'est toucher chacun personnellement. Vous l'aurez vu tout au long de ces 2 jours-là, au plus profond de son être, et par rapport à la procréation aussi, voire de son inconscient. C'est dire d'emblée qu'aucun de nous ici ne peut prétendre rester neutre devant cette problématique. Chacun aura forcément un regard différent et des présupposés, pour ne pas dire des a priori, influencés par sa propre histoire familiale et son vécu personnel, voire sa culture d'où on sort. Et c'était justement une de nos grandes expériences en Afrique, c'est qu'on a vu que présenter le problème de la régulation des naissances en apportant des méthodes qui touchent à la fécondité, on se heurtait à un refus, ou en tout cas beaucoup de suspicions, parce que la fécondité est tout en haut de l'échelle des valeurs. Donc l'histoire de la culture est très importante aussi. Et nous baignons dans une culture de la technique, ça va aussi nous influencer quelque part. On le verra un peu plus loin. Alors moi, la première, je ne peux pas être neutre devant cette question. Et c'est même une question qui est souvent très passionnelle. Alors nous allons essayer de mettre un peu de recul, de prendre la question d'un peu haut et de mettre de la distance par rapport à cette réaction passionnelle qu'on risquerait d'avoir. Deuxième précision au niveau du vocabulaire. Lui aussi n'est pas neutre. Parler de contraception, de contrôle des naissances, de reproduction humaine, de régulation de la fertilité, de planning familial, de maîtrise de la fécondité ou de procréation, ce n'est pas équivalent, tout en voulant dire peut-être la même chose. Mais qu'est-ce que chacun de nous met derrière chacun de ces mots? Ça aurait été intéressant de pouvoir, si on avait le temps, de faire un petit tour de table pour voir quelle est votre représentation par rapport à cette question. Donc chaque expression a ses connotations particulières qui peuvent être entendues soit dans un sens restrictif, en positif comme en négatif, soit dans un sens admiratif. Et nous avons découvert que cette question de vocabulaire était très importante en Afrique et dans le tiers-monde. Nous reviendrons sur ce terme de contraception, terminologie scientifiquement inexacte selon la méthode utilisée. Et voilà qui nous ramène au titre paradoxal de cet atelier. Pour moi, c'est un titre paradoxal. La contraception, sexualité et procréation. Je vous ai mis au tableau un peu le plan de mon intervention maintenant. Ça me semble y avoir un contresens là, tout à fait symptomatique de la façon dont nous raisonnons dans notre Occident moderne et technicien. Technicien avec un grand T, selon la terminologie de Jacques Ellul, le grand spécialiste de la réflexion sur le système, le monde technicien dans lequel nous baignons. C'est comme si on commençait par dresser un blocus, on élève quelque chose contre la conception. La conception de quoi, finalement? À une force que nous estimons d'autre part être de l'ordre et en faveur de la création. Il n'y a pas un contresens un peu, là? Je pose la question, hein? Alors, de quoi parlons-nous au juste? Il me semble important d'ajouter au mot sexualité, alors là aussi j'ai trouvé dommage qu'on ne précise pas ça dans le titre, ajouter au mot sexualité une précision, c'est bien de sexualité humaine qu'il s'agit, ce qui la différencie d'une sexualité animale. Et c'est de procréation
en référence au créateur que nous parlons, et pas simplement de reproduction dans le sens de perpétuer l'espèce. Ces précisions sémantiques nous aideraient-elles à mieux cerner la façon dont cette question peut être appréhendée et les solutions proposées? C'est important parce qu'autrement, on est dans une logique que j'appelle une logique de type vétérinaire, qui s'opposerait à une vision du monde qui se réfère à l'anthropologie biblique. Et c'est un exercice un peu périlleux. Alors, vous l'aurez compris, il ne s'agit pas pour nous dans cet atelier de faire une étude exhaustive de la question, ni d'examiner les différentes méthodes actuellement sur le marché. Alors je vous ai amené quelques échantillons de ce qui se distribue dans les collèges. Sur la table là-bas, ceux-ci, vous pouvez les emmener, c'est gratuit. Françoise Villot me dit que ça, c'est très doux par rapport à d'autres choses, encore très gentil par rapport à d'autres choses qui se distribuent dans les CM1, CM2. Vos enfants sont confrontés à ça. Et je peux vous dire que c'est mensonger. Donc, voilà. Alors, ça, si vous voulez savoir quelles méthodes sont diffusées actuellement sur le marché, ben regardez ça, hein. Leurs avantages et leurs inconvénients, ni surtout, non plus, on ne va pas se prononcer sur le côté licite-illicite, hein, on n'entre pas dans ce débat-là. Mais dans un premier temps, nous verrons ce qu'on peut entendre par sexualité humaine et procréation, et en quoi et de quelle façon le couple, c'est-à-dire l'un et l'autre, pour rester dans la thématique de ces 2 jours, sont concernés. Là, il n'est pas question tellement de l'un et de l'autre. Enfin, ouais. Dans un deuxième temps, nous aborderons quelques-uns des enjeux actuels. Donc, vous l'avez ici, hein, non seulement sur un plan éthique, mais aussi dans les champs de la sociologie et de la psychologie. Et dans un troisième temps, nous essayerons de dégager 2 ou 3 points de repère que nous pouvons trouver dans la pensée biblique, en particulier là où Jésus nous renvoie quand on le questionne sur le couple, c'est-à-dire au commencement. Mais pour bien nous introduire dans le sujet, on va commencer par un peu d'humour. Et hop là. Avec une mamie qui raconte à ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, les contes de l'an 2000. Alors, vous voyez notre mamie qui prend le conte de Blanche-Neige, le prince charmant. Voilà ce que dit mamie. Je le dis pour l'enregistrement, parce que comme l'enregistrement, on ne voit pas ce qu'il y a sur le tableau. Le prince charmant et Blanche-Neige décidèrent alors de vivre ensemble. Ils eurent 1,9 enfants, dont ils se partagèrent la garde, chacun 1 semaine sur 2, après leur séparation. On peut arrêter là. C'est très symptomatique de la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui, qui n'est plus celle d'il y a 30 ans. Hein? Alors, premier point, sexualité humaine et pulsion de procréation. Avant de voir de plus près ce que recouvre ce terme de contraception, peut-être n'est-il pas inutile de faire quelques brefs rappels. Premièrement, la nature de la sexualité humaine. Je crois qu'il ne faut jamais oublier que la sexualité humaine est ordonnée à la fois à l'échange d'amour, on en a beaucoup parlé pendant ces 2 jours, et à la procréation. Elle est donc avant tout relationnelle et différentielle et recouvre tous les domaines de la personnalité. On l'a dit plusieurs fois dans les différentes interventions, elle n'est pas que génitale. Et l'aspect procréation est un des 2 volets de la sexualité humaine. C'est Marjorie Foyle qui nous dit ceci: la pulsion de procréation est une force créatrice aussi puissante que la pulsion sexuelle, force désir d'attirance qui nous fait sortir de nous-mêmes pour aller vers l'autre, et l'un et l'autre ensemble vers un troisième. J'avais envie de dire, quand j'ai entendu Michel Yonner hier parler de l'incarnation de l'amour, il y a quelque chose qu'il a oublié, je lui ai dit d'ailleurs, l'enfant, c'est l'incarnation de l'amour.
C'est donc à deux qu'on est fécond, homme et femme. Et par rapport à tout ce débat autour de l'homosexualité, c'est peut-être pas anodin à le dire et à le répéter. Être procréateur, c'est quoi finalement? C'est transmettre la vie. Vie que nous avons nous-mêmes reçue d'un couple homme-femme. C'est donc un don qui nous dépasse infiniment et qui nous fait sortir d'une vision individualiste de la sexualité. Voilà qui paraît évident et que depuis la nuit des temps n'a jamais fait l'ombre d'un doute. Ça paraissait évident, un homme et une femme se mettent ensemble, ils ont des enfants, ils furent heureux, etc. Bon, ils furent heureux, bon. Pour faire un enfant, il faut un homme et une femme. Pourtant, de nos jours, entre les techniques de procréation médicalement assistée, de clonage et toute la technologie autour de la procréatique, d'une part, et d'autre part les revendications au droit à la parentalité de l'idéologie homosexuelle, d'autre part, cette évidence peut être sérieusement remise en question. Rappelons qu'entre les techniques modernes de contraception et celles des procréations médicalement assistées, le principe est le même. Une séparation radicale des deux aspects contenus dans le même acte. L'aspect libidinal, plaisir-amour, et l'aspect procréatif. C'est quand même dans le même acte. Ce qui a fait dire à certains, maintenant, on peut faire l'amour sans risquer l'enfant, et faire un enfant sans le risque de l'amour. Donc tout seul, en excluant l'autre, ou en excluant l'autre de l'autre sexe. Ce mot de risque est d'ailleurs significatif de cette vision réductionniste de la sexualité. Rappelons quand même que dans l'ordre de la création, c'est le même acte et au travers des mêmes organes dits génitaux que l'homme et la femme se rencontrent, se connaissent, selon le terme biblique, et transmettent la vie, expression à la fois de leur pulsion libidinale et procréatrice. Et comme le dit John Wyatt, alors ça c'est un livre qui est sorti il n'y a pas très très longtemps, que vous trouverez en bas chez nos amis d'Excel6, qui est un excellent ouvrage qui fait une réflexion à la fois biblique, évangélique et médicale, parce que c'est un médecin-chercheur, sur le problème de la foi et l'éthique médicale. Hein. Et alors ce qu'il dit, dans le plan de Dieu, faire l'amour et faire des enfants sont inextricablement liés. Dieu lui-même, d'ailleurs, n'est-il pas à la fois amour et créateur? Alors, je crois que c'est peut-être pas inutile de faire un petit rappel aussi sur le plan biologique, pour l'un et pour l'autre. Alors, rappelons quand même que dans toutes nos fonctions notre anatomie, physiologie homme-femme, à quel niveau se situent nos différences? On a parlé de différences, d'équivalence. À quel niveau se situent nos différences? À tous les niveaux, parce que le système hormonal fait que tout notre corps est imprégné. Effectivement, on a un mot mais au niveau des organes, on a les mêmes cœurs, on a les mêmes poumons, on a le même cerveau, on a... Mais qu'est-ce qui nous différencie fondamentalement? Je suis désolée, mais c'est quand même à ce niveau-là que la différence. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a à la fois des différences et des ressemblances, entre autres au niveau des organes transmetteurs de vie, des correspondances. Si bien qu'on peut dire, bon, pour tous les deux, on sait bien que tout est commandé depuis le cerveau, hein, le système hypothalamique hypophysaire, qui envoie des ordres à travers des hormones de stimulation, FSH et LH. Pour la femme, ce sera au niveau des ovaires, pour l'homme, au niveau des testicules. Et tous les deux, il y a une correspondance. Hein. Donc, à la fois semblables et différents, mais pas égaux. On peut peut-être arrêter, parce que enfin, je sais pas, ça fait du bruit.
et c'est intéressant parce que c'est à partir, il faut pas oublier que c'est à partir de cette connaissance de la biologie de la reproduction que toutes les méthodes, quelles qu'elles soient, sont basées. Qu'il s'agisse de remédier à un dysfonctionnement ou de réguler son fonctionnement avec les moyens de contraception. On ne peut donc en faire l'économie de cette connaissance de la biologie et du fonctionnement des organes et de ce que fait telle ou telle méthode sur tel ou tel organe. Et c'est une des choses que je reproche alors très très gravement à toute cette publicité et tout ce qui nous est donné par rapport à la contraception. Si vous regardez bien, nulle part on vous dit comment ça fonctionne et sur quel aspect de notre corps ça agit et de quelle manière et avec quel risque. Alors le discours qui dit ceci est mon corps, moi mon corps de femme m'appartient, d'accord, mais alors justement qu'est-ce qu'on y fait à votre corps? Il y aurait peut-être le droit de savoir là aussi. Donc à la fois semblables et différents mais pas égaux. Au niveau de l'anatomie, nous avons vu la similitude qui se repère au niveau des organes vitaux pour la transmission de la vie. C'est le siège donc ovaire-testicule, le siège à la fois de la fabrication des gamètes et des hormones, commandant le bon fonctionnement du système. Aux ovaires correspondent les testicules et aux trompes de Fallope, les canaux déférents. On a des correspondances qui permettent le passage des gamètes. Mais voilà que s'établit une première différence, les hormones précisément. Alors les hormones mâles avec la prépondérance de la testostérone, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'hormones féminines. Bon, la prépondérance de la testostérone qui se distingue des hormones femelles, œstrogène et progestérone, qui chacune ont leur spécificité dans le déroulement du cycle féminin, marqué ainsi, le cycle féminin, marqué ainsi par une alternance de périodes fertiles et infertiles. Encore une différence de taille, alors que l'homme est constamment fertile, la femme ne le sera que pour un temps limité, de la puberté à la ménopause, et de façon cyclique. Cycle rythmé par cette alternance fertile-non fertile. Et chose étonnante, chaque période peut se repérer par des signes particuliers, sans faire appel à aucune technique médicale. C'est inscrit dans notre corps. La glaire cervicale marquant la période de maturation ovulaire jusqu'à son éclosion, puis l'élévation de la température de base signant l'arrêt de cette ovulation et l'entrée en période infertile jusqu'aux règles suivantes, qui sont le démarrage d'un nouveau cycle. Bon, on n'a pas le temps de voir tout ça en détail. Je pourrais passer 3 heures là-dessus pour vous l'expliquer, mais là c'est juste un peu des flashs, puis des rappels de choses que vous connaissez déjà. Donc de plus, un troisième signe, une observation fine du col de l'utérus a permis de constater que celui-ci se modifie au fur et à mesure de l'évolution de chaque période. Il nous est donc donné 3 signes parfaitement observables. Attention, je ne parle pas de calcul, je parle d'observation de mon corps au jour le jour, qui me dit aujourd'hui je suis fertile ou je ne suis pas fertile. Ok ? Donc, c'est des signes parfaitement observables qui ponctuent par là le déroulement du cycle féminin. Alors, le cycle féminin, on parle que de ça, eh ben, c'est justement le plus de la femme. Si les organes sont comparables, tu peux regarder. Est-ce que là, en plus, la femme... comme je disais en Afrique, la chambre de bébé. C'est à l'envers. Qu'est-ce qu'il y a? C'est à l'envers? Ah, c'est à l'envers. Ah oui, pardon. Alors voilà qui peut nous faire comprendre pourquoi les différentes méthodes de contraception, quelles qu'elles soient, se sont principalement intéressées à la physiologie du cycle féminin, soit pour en modifier le déroulement, voire le bloquer, soit pour apprendre à s'approprier cette connaissance et adopter le rythme de sa sexualité au rythme de sa fertilité, selon une très belle phrase qui vient des docteurs Écochard.
Donc tout se joue ainsi autour de la femme, finalement. À la fois chance et privilège exorbitant, comme le dit l'anthropologue Françoise Héritier. Françoise Héritier, qui a repris la chaire de Lévi-Strauss à l'Institut et qui a beaucoup étudié cette question du féminin et qui a écrit, qui parle beaucoup de ce privilège exorbitant de la féminité. Et elle explique même la domination des hommes sur les femmes par le fait que, non, les femmes, elles ont décidément trop de pouvoir. Parce que moi, homme, si je veux un enfant, je suis obligée de passer par une femme. Et si je veux un garçon en plus, c'est la femme qui va me donner un garçon. Alors ça, c'est pas possible. Donc il faut absolument juguler cette puissance de la femme en se montrant plus puissant par ailleurs. Ça, c'est Françoise Héritier, qui est une grande anthropologue. Donc dans cette disparité entre l'un et l'autre par rapport à la transmission de la vie, on pourrait dire que si au départ chacun est à égalité, chacun apporte la moitié du patrimoine génétique avec les 23 chromosomes, on est d'accord là. C'est à la femme que revient de donner à la fois le temps de la vie, non seulement de par le temps propice de son cycle, mais également de par le temps des 9 mois de gestation. Et l'espace, elle donne à la fois le temps et l'espace de la vie, l'espace qui en permet le développement. C'est pour ça que je parlais de la chambre de bébé, là, l'utérus. Cet utérus si merveilleusement magnifié dans le psaume 139. Je vous renvoie au psaume 139. Donc, devant cette problématique de la contraception, nous nous trouvons face à 2 voies, 2 attitudes, 2 visions, 2 anthropologies, si vous voulez. Vous avez, alors là encore, la voie de la technique, donc vous pouvez soit avoir recours aux techniques médicales qui sont très très développées et de plus en plus, soit à une voie qui fait appel à la connaissance de soi, à la connaissance de l'un par rapport à l'autre, au respect de l'un et de l'autre dans son corps, dans ce qui est inscrit dans son corps. Et voilà, il me semble que c'est 2 voies très différentes. Donc, la voie qui fait appel aux techniques, vraiment on est là dans la contraception, et même le terme n'est pas tout à fait juste suivant quelle méthode on utilise, si une méthode agit avant la fécondation ou après la fécondation. Avant la fécondation, on a effectivement affaire à de la contraception, mais si elle agit après la fécondation, on a affaire à des méthodes dites de contragestion, puisqu'elles empêchent la gestation, puisqu'elles agissent au niveau de l'utérus, après fécondation. C'est tout le domaine des stérilets, des pilules du lendemain, de la pilule abortive RU 486, et de plus en plus la recherche actuelle va dans ce sens-là. Maintenant, l'autre voie se propose, elle, qui fait appel à la connaissance, et là aussi c'est impropre de parler de contraception, puisqu'on ne fait rien contre la conception, mais qu'au contraire, on ne modifie pas, on ne modifie rien, on utilise la connaissance pour en faire quelque chose, nous, dans le couple, et changer peut-être notre comportement de couple par rapport à si on veut pas, un enfant, si c'est propice, pas propice. Donc c'est plus une question de modifier le comportement. Et les médecins des plannings familiales disent la contraception se prescrit, les méthodes basées sur l'auto-observation s'enseignent. Et c'est pourquoi, moi personnellement, en Afrique, ça a eu un tel succès, parce qu'enfin, on avait la connaissance de son corps. Et ça balayait tant de mauvaises connaissances, tant de tabous, voire de malédictions autour des règles, autour de tout ça. Cette connaissance, c'était un émerveillement extraordinaire. Connaissance, finalement, de ce qu'a fait le Créateur pour nous.
Alors, il nous faut venir au deuxième point, enjeux et défis actuels. On peut peut-être arrêter. Mon premier point, ce serait de dire que c'est une révolution. Tout le monde a parlé de révolution contraceptive. C'est une révolution extraordinaire, un bouleversement dans les rapports hommes-femmes. Ça, nous en parlons pas mal dans notre livre. Que c'est vraiment au travers de cette contraception que les rapports hommes-femmes se sont extraordinairement modifiés et finalement toute la société. Mais c'est une révolution qui n'a pas tenu ses promesses. Après plus de 40 ans où la contraception a été officiellement acceptée, oui, la loi de 1967, la loi Neuwirth, c'est ça, et de plus en plus largement pratiquée, et dans d'autres pays depuis bien plus longtemps encore, plus de 50 ans. Force est de reconnaître que la question est loin d'être réglée. Tous les acteurs de terrain reconnaissent aujourd'hui que de nouveaux problèmes apparaissent, dont la baisse de la fécondité masculine n'est pas la moindre. Bon, il n'y a pas vraiment eu d'étude d'épidémiologie pour savoir si c'était vraiment dû à la contraception, mais la baisse de la fécondité masculine aujourd'hui inquiète énormément les spécialistes. Ceux qui militaient il y a 40 ans pour la contraception, entre autres dans nos milieux protestants, je renvoie au livre d'André Dumas, que je citerai plus tard encore. Et la contraception, entendez, dans le discours habituel, technique et méthode moderne, fiable et sans risque. C'est ce qu'on nous dit, face à des méthodes traditionnelles, archaïques, voire catholiques. Eh bien, ceux qui militaient il y a 40 ans pour la contraception, et que ce soit accessible à tous, ils sont obligés de reconnaître aujourd'hui, s'ils sont honnêtes, que tout n'est pas si simple, et que ce qu'on croyait être la panacée et un moyen d'enfin libérer la femme des contraintes de la maternité a des effets pervers insoupçonnés. Écoutons Evelyne Sulero, sociologue et cofondatrice du mouvement du planning familial français. Voilà ce qu'elle dit. Maintenant, ce qui fait problème, c'est un ensemble d'attitudes en face de la procréation, la reproduction et la famille. Les effets de cette révolution ne sont pas finis. Les gens qui, comme moi, ont ouvert cet immense changement, s'il fallait le refaire, le referaient sans doute, mais je dois dire qu'il y a dans le suivi de ce que j'ai fait des choses regrettables. Comme individu responsable, sociologue, je suis tenue de dire ce qui me semble dépasser ce qui était initialement recherché. Vous avez une France Quéré, théologienne protestante et philosophe, qui nous dit aussi « La libération aujourd'hui promise n'a plus rien à voir avec celle qui visait l'épanouissement social et mental de la femme. Elle nous forge plutôt de nouvelles chaînes. La nature, aussi vindicative qu'un patriarche biblique, se venge des mépris qu'on lui inflige. » Ça, c'est tout à fait le style France Quéré. Elle a une plume extraordinaire. « Que d'enfants qui ne naissent pas, faute que les femmes aient vécu comme s'ils devaient naître. La nature nous a confié dès notre origine des germes de vie qui accompagnent notre jeunesse. Nous devons à ce trésor silencieux quelque prudence. L'enfant futur attend la femme longtemps avant qu'elle-même attende l'enfant. » C'est tout à fait du France Quéré. Donc, sociologues, psychologues, démographes s'accordent aujourd'hui pour dire que c'est l'avènement de la contraception moderne qui a amené les plus grands bouleversements dans notre société, une véritable mutation. Et voilà ce que dit une Elisabeth Badinter. On ne se rendait pas compte que la contraception renforcée par le droit d'avorter pouvait bouleverser radicalement le rapport des sexes et même l'ensemble de la société. Et un démographe nous dit, après 25 ans d'études démographiques, alors que je croyais que la maîtrise de la fécondité ne modifierait pas le paysage, j'ai dû me rendre à l'évidence, la pilule, le stérilet, l'avortement ont ébranlé profondément nos sociétés occidentales.
Et sur le terrain, actuellement, c'est la grande interrogation. Pourquoi tant d'échecs de la pilule? De la petite jeune fille à qui on avait pourtant bien expliqué au centre de planification comment s'y prendre, à la femme autour de la quarantaine qui n'avait jusque-là pas eu de problème avec sa contraception. Échec de la pilule. Pourquoi encore tant d'avortements, alors qu'on croyait avoir là un bon moyen de prévenir ce recours à une technique qui n'est pas sans laisser de séquelles? Alors c'est peut-être intéressant d'aller voir du côté des psys. Qu'est-ce que les psys aujourd'hui nous disent? Et là, je suis tombée sur un livre extrêmement intéressant, écrit par une psychanalyste, Marie-Madeleine Châtel, Malaise dans la procréation. Elle traite plus des techniques de procréation médicalement assistée, clonage, etc., mais aussi, c'est pas sans lien avec la contraception. Le sous-titre, c'est « Les femmes et la médecine de l'enfantement ». Et c'est que le désir d'enfant, là je cite un autre psychanalyste, le désir d'enfant en appelle aux racines inconscientes du sujet. Et qu'il est donc de l'ordre de l'irrationnel. Et là je cite le docteur Marie-André Lagroua-Weilhalle, qui elle est vraiment la fondatrice du planning familial français, et qui nous dit « Tout ce qui touche à la vie est irrationnel. » Et une autre psychanalyste, Deleuze de Parseval, qui a beaucoup étudié le sujet, nous dit « La fertilité est une potentialité difficile à quantifier, a fortiori à maîtriser. » Or, nous dit l'historien Noonan, dans son ouvrage qui retrace l'historique de la contraception au travers des siècles, le rationalisme est à la base aussi bien des progrès de la technique médicale, de la pratique de la contraception. Mais là encore, on est en pleine contradiction, puisque c'est irrationnel. Alors certes, les techniques contraceptives permettent de maîtriser de façon presque absolue, voire définitive, ce potentiel de fertilité, mais en niant, en occultant le poids de l'inconscient. Et je crois que Monique de Hadjeladje nous a rappelé que nier l'inconscient, ça peut amener des problèmes sérieux. Donc cet oubli de la pilule passé la quarantaine, n'est-ce pas l'inconscient qui rappelle à la femme que son potentiel de fertilité va bientôt s'arrêter définitivement? Alors il faudrait peut-être saisir une dernière chance, même si au niveau de sa raison, elle se persuade que non, c'est pas le moment. Le conflit entre la raison et l'inconscient qui parle. Alors voilà, c'est ce que aussi souligne donc Marie-Madeleine Châtel dans Malaise de la procréation. Le malaise dans la procréation a révélé de façon aiguë l'entrée en scène de la médecine scientifique dans le cercle intime du désir d'enfant. On s'est aperçu que le tout médical aidait activement à faire l'économie de la part de la subjectivité et celle du désir engagé dans nos fécondités. Et elle fait ce constat étonnant: plus on a voulu contrôler scientifiquement la procréation, plus l'infertilité se faisait grandissante. La fécondité érotique s'est insidieusement trouvée remplacée par une procréation vétérinaire au prix de l'infertilité. Donc l'expression vétérinaire, elle vient pas seulement de moi. Et du coup, c'est le recours au PMA, aux procréations médicalement assistées, pour réparer ce qui pourrait être perçu par l'inconscient comme une blessure dont on se sentirait coupable. Et son livre est comme un cri d'alarme et un avertissement. C'est au niveau de la raison, de la pratique quotidienne que nous devons nous réveiller et comprendre que la fécondité procréatrice est lovée dans la fécondité de nos désirs. Ça, je trouve ça extraordinaire. Je répète ça. La fécondité procréatrice est lovée dans la fécondité de nos désirs. Donc la fécondité, le don de transmettre la vie, serait-elle rabaissée au rang d'une maladie dont il faut se protéger par des moyens techniques, chimiques, mécaniques, chirurgicaux, et dont l'efficacité est un des premiers critères? Mais avec quels effets? Souvent un retardement sur notre inconscient, notre vécu de couple et sur l'ensemble de la société.
Je vois que le temps a passé très vite. Il nous faut quand même arriver au troisième point. Et la Bible dans tout ça. Alors, face à cette logique du système technicien, selon la terminologie de Jacques Ellul, où l'homme finalement serait devenu maître de l'homme, la logique inspirée par la vision du monde que nous donne l'anthropologie biblique aurait-elle quelque chose de spécifique à nous dire aujourd'hui? Il est évident que comme toutes ces questions si actuelles de bioéthique, c'est là que je renvoie aussi à ce livre, et de bien d'autres encore, il est inutile d'aller chercher le verset preuve qui étayerait notre réflexion. Mais est-ce parce que la Bible ne dit rien sur le sujet qu'il nous est pour autant loisible de tout accepter sans discernement? Pour une réflexion plus globale et approfondie de la question, je renvoie au livre et à son chapitre 2 de John Wyatt. Il a tout un chapitre sur l'être humain selon la Bible. Très intéressant. Donc là aussi, je me contenterai de relever 3 points qui me paraissent plus directement liés à notre problématique. Premier point, la référence au créateur, qu'évoque le terme procréation, d'être procréateur. Et voilà ce qu'en dit Henri Blocher. Puisque la sexualité est le moyen de la reproduction, que l'auteur ne l'ignorait évidemment pas, et qu'il rapporte la bénédiction « Soyez féconds », c'est quand même une bénédiction, on peut se demander s'il n'a pas encore une autre pensée. Il y aurait dans la procréation cette grâce mystérieuse faite à l'homme et la femme, mettre au monde un être, image de Dieu, un reflet de la création divine. Ce mot procréation donne à penser. L'homme et la femme sont séparément image de Dieu et ils le sont ensemble, en procréant comme il a créé. Ève s'émerveillera de ce mystère en Genèse 4.1 et en Genèse 5.3, l'engendrement de Seth, image et ressemblance de son père, suit immédiatement le rappel de la création en ressemblance divine, mâle et femelle. Indice éloquent, 3 petits points, nous dit Henri Blocher. Avec une telle perspective, ne serait-il pas opportun de s'interroger sur tous ces moyens qui ont radicalement séparé, et souvent de façon définitive, ces 2 aspects contenus dans la sexualité humaine, tels que le Créateur les a inscrits dans leur corps, à savoir plaisir et procréation. D'autre part, qui reste finalement le grand maître d'œuvre? John Wyatt parle beaucoup du maître d'œuvre, de ce magnifique tableau, de ce mystère de la transmission de la vie. Certains discours et certaines pratiques donnent l'impression que tout ce domaine de la fécondité peut être contrôlé, mais contrôlé par qui au juste? Parfaitement planifié selon le désir de ses géniteurs et au besoin dans certaines conditions et dans certains pays en utilisant des méthodes coercitives. Mais pour nous, dans toutes ces questions qui touchent à la vie et à la mort, qui est le maître? Comme le disait quelqu'un non sans humour, quand j'estime, moi le maître, que ma chienne a fait assez de petits, je la fais stériliser. Mais pour nos petits à nous, qui est le maître? Voilà qui nous ramène à cette logique de médecine vétérinaire que je mentionnais au début. Deuxième idée, c'est le concept d'image de Dieu. Comme Henri Blocher l'évoque avec force, tout ce domaine de la procréation et de sa régulation qui pourrait relever de cet autre commandement, dominer la terre, nous renvoie à bien autre chose qu'à des questions de technique et de gestion, qu'elles soient médicales, économiques ou démographiques. Concrètement, est-il judicieux d'appliquer dans ce domaine les mêmes critères, efficacité, gestion, contrôle, rentabilité, c'est des termes qu'on entend, là, tout, que ceux qui régissent le monde de la technique, avec un T majuscule, et de l'économique? Si vraiment nous sommes appelés à être procréateurs, à l'image et à la ressemblance du Créateur, c'est-à-dire transmetteurs de vie, qu'est-ce qui sera pour nous le plus important à placer au sommet de l'échelle des valeurs? Jacques Boucol nous a beaucoup parlé d'échelle des valeurs hier soir. Et si ce n'était pas qu'une question biologique,
en soi l'amour, avec un grand A, à l'image de celui qui est amour, n'est-il pas fécond de toutes sortes de fécondités humaines, artistiques, spirituelles? Voilà qui pourrait également être une réponse à tous ceux qui seraient tentés de confier à la technique médicale une assistance qui se montre encore trop souvent plus décevante et éprouvante pour ceux qui y recourent que répondant à un réel désir de se réaliser dans un autre qui serait à sa ressemblante. Je veux dire par là que la fécondité du couple n'est pas seulement biologique. Hein, ça c'est clair. Un couple qui ne pourrait pas avoir d'enfants, ça serait terrible. Hein. Il y a d'autres formes de fécondité, c'est ce qu'on veut dire là, et que donc un couple qui ne pourrait pas avoir d'enfants, qui se tourne vers d'autres possibilités de fécondité. Et en passant, je peux vous dire que c'est notre cas à nous. Donc, troisièmement, bon, alors, je reprends donc ce troisième point par rapport à et la Bible dans tout ça. C'est le fait que la reproduction humaine soit confiée au couple. Après tout, Dieu aurait pu se débrouiller autrement c'était une question de perpétuer la race. Il a confié au couple, non seulement par un commandement explicite. Rappelons que pour les animaux, il n'y a pas d'ordre explicite, comme pour l'homme, soyez féconds, multipliez. Là, pour les animaux, ça se fait en quelque sorte toute seule. Dieu n'a pas donné d'ordre dans ce sens-là. Mais encore par le fait qu'elle est inscrite dans sa biologie, comme nous l'avons vu dans le point 1. Tout cela me semble souligner l'importance du couple en tant qu'homme et femme, l'un et l'autre. Comme nous le disions au début, c'est à deux qu'on est fécond. Très concrètement, donc, tout moyen pour maîtriser la fécondité. C'est une question que je vous pose, que je vous renvoie, quoi. Donc, tout moyen pour maîtriser la fécondité ne devrait-elle pas également être avant tout l'affaire du couple? Or, trop souvent, elle est devenue aujourd'hui une question qui se traite entre la femme et son médecin, pour ne rien dire des laboratoires et des centres spécialisés en procréatique. Et que dire de ces slogans qui ont fait fureur, « Mon corps m'appartient » ou encore « Un enfant quand je veux, autant que je veux » et on pourra bientôt ajouter « Comme je veux, du sexe que je veux, avec la couleur des yeux et des cheveux que je veux ». Pourrait-on aller jusqu'à dire que la contraception sépare non seulement les deux aspects de la sexualité, libidinale et procréatif, mais même les membres du couple? On se protège de l'autre, on fait tout pour éviter les risques de la fécondité de l'autre, on fait tout pour éviter ses spermatozoïdes ou ses ovaires. Ou on bloque tout, chez la femme, comme par hasard c'est chez la femme. Alors que les méthodes basées sur la connaissance et le respect des rythmes de la fertilité, qui exigent donc un dialogue du couple, quelque chose qui se discute à deux, qui se fait à deux, et qui demande la maîtrise de soi. On a parlé de maîtrise de soi. Est-ce que c'est pas une approche qui contribue à façonner le couple, puisque la méthode ne peut exister sans l'autre, et que c'est à deux qu'on apprend à la maîtriser. Alors, conclusion. Quelques mots de conclusion, et je citerai surtout deux grands penseurs protestants, Paul Ricoeur et André Dumas. Pourtant, André Dumas, c'est intéressant parce que lui, il s'est fait l'ardent défenseur de la contraception dans les années 60, avec un livre phare qui a beaucoup influencé la pensée protestante dans ce domaine, et qui a fait que beaucoup de femmes protestantes ont milité dans les mouvements du planning familial, dont sa femme, qui a créé le mouvement Jeunes Femmes, et d'autres femmes influentes, dont Evelyne Sulero, je crois, France Quiré aussi. Donc c'est intéressant d'entendre dans ce qu'il dit là, de ce que dit André Dumas, dans ce même livre. Et on peut se demander s'il dirait la même chose aujourd'hui par rapport à l'ensemble de son livre. Mais tous deux, aussi bien Paul Ricoeur que André Dumas, ont bien perçu que sexualité et procréation relevaient d'un autre ordre que celui d'une transplantation ou d'un pontage cardiaque,
Et toucher à l'un pouvait peut-être avoir des répercussions sur l'autre. La question est donc loin d'être banale et le choix d'une méthode loin d'être anodin. Serait-il opportun de réviser nos copies? Et selon quels critères? Alors, je vous donne la citation de Paul Ricoeur, qu'il écrivait dans les années 60, hein, donc ou même avant peut-être, je ne sais plus. Il y aura une grosse bibliographie hein, avec l'article là, que je vous donne. Il peut arriver que demain, le plus grand problème soit de préserver la valeur expressive et signifiante de la sexualité. Les partisans du birth control devraient être conscients que la contraception, considérée généralement comme une simple technique, contribue à précipiter la sexualité dans l'insignifiance. Est-ce que ce n'est pas exactement ce qu'on est en train de voir aujourd'hui? Et André Dumas, à quelles normes ordonner la sexualité humaine? Aujourd'hui, où l'humanité va pouvoir de plus en plus... André Dumas, il écrivait en 65. Hein. Aujourd'hui, où l'humanité va pouvoir de plus en plus séparer la relation sexuelle de son aboutissement dans la procréation, comment usera-t-elle avec justesse de cette sexualité? Si la civilisation moderne permet scientifiquement et invite démographiquement les hommes et les femmes à dissocier procréation et relations sexuelles, n'est-ce pas la famille elle-même qui peut chavirer dans cette dissociation? Le contrôle des naissances n'est-il pas ainsi, à côté de l'allongement de la vie et de l'affinement des subjectivités, un grand phénomène contestateur de la durée familiale et de la permanence du lien conjugal? On remet le petit dessin rigolo, parce que voilà, on est là-dedans. Alors, j'ai terminé. À ma montre, il est 15h14, donc on n'a pas de temps. Je vous disais bien que c'était une grande question. J'ai mis ici les deux questions que j'aurais voulu qu'on travaille ensemble. On n'aura pas le temps de le faire, mais ça me paraît quand même intéressant de se poser ces questions. Quels pourraient être, dans une perspective d'anthropologie biblique, des critères de choix? Finalement, c'est là où on en est, hein, pour telle ou telle méthode, sachant que les 4 critères donnés habituellement sont efficacité, innocuité, facilité et réversibilité. Est-ce que ces critères-là, est-ce que dans une pensée biblique, c'est ces critères-là qui vont nous mobiliser? Ou est-ce qu'il faut trouver d'autres critères? Et l'autre question, ce serait quels problèmes nouveaux rencontrez-vous dans votre pratique pastorale ou professionnelle de la santé touchant au domaine de la sexualité en lien avec la procréation? C'est 2 questions qui me paraissaient importantes à soulever. Merci. Que je vous laisse pour éventuellement discuter plus loin dans d'autres cadres. Voilà, 15h15 à maman. Voilà, nous n'avons pas très longtemps. Nous voulons remercier Evelyne Maire de cette présentation très complète. Maintenant, les questions. Je vous donne la parole et le temps est court. Ah, oui. On m'a bien 15 recommandé. minutes. Oui, mais il faut qu'il y ait une récréation encore. Oui, mais c'est 4h moins le quart. Ah, ça reprend à 4h moins quart. Oui, oui. Donc, D'accord. nous avons jusqu'à 3h30. Voilà. Ah, d'accord, donc on a quand même un quart d'heure. Oui. 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 L'échange d'idées dans ce que vous nous avez dit, qui est fort juste, c'est des remarques, je dirais, tout à fait pertinentes. Il y a quand même une notion qui domine, c'est la notion de couple. C'est appel à la responsabilisation, qui s'inscrit bien dans le mandat, je dirais, biblique, qui appelle au couple. Or, cette notion de couple est de plus en plus subsidiaire maintenant de nos jours. C'est-à-dire que l'objectif de la contraception, si on se réfère à cette donnée-là, n'intéresse qu'une tranche extrêmement faible de la population. La plupart des demandes contraceptives ne sont pas des demandes de couple. Ce sont des demandes d'hommes. Mais je veux dire, ce sont des partenaires, ce sont des rencontres, ce sont
des instantanés qui n'ont pas de projet dans le temps, qui n'ont pas de projet dans la durée. Bon, des fois c'est lié à la procréation comme ça, hein, ou à le fait d'avoir des enfants, mais moi je le ressens plutôt d'un désir de liberté comme ça a été annoncé lors des conférences. Hein. En fait, moi, les gens que je vois, les jeunes couples chrétiens que je vois sur la rencontre de ça, avec qui on peut parler de ça, parce que c'est encore un petit peu tabou, mais surtout là où je suis, les couples chrétiens, on est dans le schéma d'un conflit entre contraception et procréation, et ceux qui ne sont pas chrétiens prennent la contraception pour un motif de gain de liberté. Ce n'est pas. Bien sûr. Ils ont évacué carrément le débat qu'on est en train de. Et c'est majoritaire. Moi je ne comprends pas que c'est majoritaire. Le fait que quand même. Dans un monde où la majorité païenne, on est très peu chrétien, donc si on réfère à ce que je vous dis au pourcentage de la population, il y a plus de jeunes qui prennent la pilule, ou qui, pour utiliser un terme qui généralise la contraception, pour des désirs de liberté, plutôt que pour le contrôle de procréation. À mon avis, à moi. Oui, ben, qu'est-ce que vous en pensez les autres? Est-ce que vous pouvez nous dire d'où vous parlez? Vous dites dans mon contexte. Vous êtes pasteur, c'est ça? Responsable de jeunes. Responsable de jeunes. Donc pour vous, de même que vous-même, vous êtes pasteur? Je suis médecin, non. Ah, vous êtes médecin. Oui. Mais c'est intéressant. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont dans une profession médicale et donc vraiment en plein dans le cœur du problème? Donc vous êtes pharmacien. Beaucoup de gens viennent chez moi. Oui. Des conseils sur le Oui. mort, Oui. le divorce, tout ça. Et je me disais, bon, je suis d'accord à 3,5 parce que j'étais gentil avec mes clients. Et j'avais un c'est comme ça. J'avais 3 médecins généralistes, un peu comme moi. Alors on se téléphonait et on s'entendait pour dire ce qu'il fallait au client. Le client, on ne peut pas lui dire quelque chose qui va lui faire peur. Il faut lui cacher. Et moi, j'étais devant pour savoir les premiers symptômes qu'il nous apparaissaient. Oui. Alors, j'ai vu beaucoup de choses comme ça sans le savoir. J'ai traité ces affaires-là sans de mes comptes. C'est maintenant que je viens ici pour m'amuser que j'apprends tout ça. Mais je l'ai fait sans. Vous venez pour vous amuser. D'accord. Je l'ai fait sans savoir. Et j'ai rendu service. Maintenant, je me rends compte à beaucoup de gens. Simplement, on les remettant sur la voie, je fais ça sur la voie. Parce que des fois, quand quelqu'un attend un gosse et qu'il sait qu'il ne pourra pas lui donner à manger, ça me posait moi un problème. Il fallait lui dire. Vous voyez, c'est une histoire séparée. Et puis on verra ça encore, quand vous allez comprendre. J'ai eu beaucoup d'affaires à régler sur le tas. En lien avec la régulation des naissances. Et aussi, parce qu'il fallait, c'était le début, surtout dans les années 65 70, par là, ça a commencé déjà à en parler. Avant, on faisait rien. Oui. Pour rassembler un petit peu vos questions, oui, Terminer avec oui. une idée que j'ai en tête. Je trouve que cette problématique de la régulation des naissances, de la procréation, de la contraception, est plus un problème de maîtrise du temps. Et en fait, on le voit bien, et c'est vrai, la maîtrise de la contraception a accru les demandes de consultation pour infertilité, pour stérilité. Vous l'avez remarqué dans votre pratique médicale, que, je le redis pour l'enregistrement, que en tant que médecin, vous avez constaté que l'augmentation des demandes, enfin, je veux dire le fait que ça soit tellement entré dans les mœurs, la contraception, a augmenté ensuite les consultations par rapport à une infertilité. C'est extrêmement intéressant, ça. Je ne sais pas les autres comment vous réagissez à ça. Françoise, est-ce que tu peux dire quelque chose là aussi? Françoise qui est médecin scolaire. L'âge du premier bébé actuellement est bien reculé justement de par la contraception. Il arrive bien plus tard, mais bon, il y a un moment quand même où la fertilité de la femme, physiologiquement, va descendre aussi. Et puis il y a des couples, des couples recomposés, donc qui veulent à ce moment-là aussi avoir un enfant. Bon. Et puis j'insiste sur cette notion de temps. Oui. Parce que la plupart des demandes s'inscrivent dans une
dans l'immédiateté. Oui, Aussi bien absolument. la conception, d'ailleurs, la pilule du lendemain, vraiment c'est quelque chose, ça allure, je crois. Hein, ou alors le besoin d'enfant, le désir d'enfant, Oui. le droit à l'enfant. Le droit à l'enfant, oui, ça c'est. Que l'on vient, je dirais, étaler, hein, Mm. et brandir, c'est quelque chose qui demande une satisfaction, je dirais, à défaut d'être immédiate, mais rapide. Et c'est là où je crois qu'on n'a pas bien mesuré quand on a lancé toutes ces... Et je souscris tout à fait à ce que disent toutes ces signatures éminentes à propos des effets pervers, entre guillemets, de cette contraception. C'est quelque chose qu'on ne pouvait pas... Qu'on n'avait pas imaginer à prévu. l'époque. Voilà, Non. tout à fait. Et en fait, effectivement, maintenant, on s'aperçoit que la réversibilité n'est pas immédiate. Et C'est on pas en a si la simple preuve que ça. à des gens auprès de couples, par exemple, qui consultent pour infertilité et qui vont consulter pendant des années, passer d'une équipe à l'autre, d'un centre à l'autre, subir des fécondations in vitro avec des échecs multiples qui un beau jour vont s'arrêter et vont se retrouver spontanément enceintes. C'est quelque chose aussi que l'on voit couramment. Ce qui veut dire qu'il y a aussi une notion de temps, de patience, avec ce que ça suppose de douloureux, Absolument. dont on a perdu la mesure et le... Voilà. Mm. Je voudrais apporter un petit témoignage. Pardon. Nous avons un temps très court et il y a des questions. Ah, Pas de temps pour le témoignage, hein, Ce je que pense. hein. oui. Ce Sur que le- je trouve intéressant pour relier un peu les deux, ce que vous disiez vous, c'est que vous constatez parmi les jeunes qu'en fait, la contraception, c'est plus du tout une question de régulation des naissances maintenant, mais c'est un moyen pour acquérir plus de liberté. Comme il a été dit, la priorité, c'est plus que le Dieu, c'est la liberté. C'est la liberté. C'est un effet pervers qu'on On est n'avait pas dans prévu. Une société de liberté et d'illusion. Oui. Et de l'immédiateté, comme vous disiez, tout à fait. Oui, Françoise, vous vouliez dire quelque chose? Je voulais rebondir sur le mot immédiateté, puisque Oui. il y a 15 jours, on a rencontré un jeune couple. Ils ont été sous contraception, elle a été sur pilule pendant 5 ans, et depuis 15 mois, ils essaient d'avoir un bébé, et le bébé n'est pas venu. Donc ils sont allés voir le gynéco, qui les fait rentrer dans un programme de PMA. Alors qu'a priori, il n'y a aucun obstacle médical d'un côté ni de l'autre. On ne leur a pas expliqué qu'il y a une période du cycle peut-être où on peut, la femme peut observer ces signes et peut-être... Alors, ils sont tout à fait. dans ce Voilà, tout à fait. une pression médicale aussi. Tout à fait. Et les cycles post-pilule sont les plus difficiles à retrouver. Moi qui suis des couples et des femmes, pour leur apprendre à retrouver ce qui est inscrit en elles, ben, je peux vous dire que c'est avec les femmes qui sont en post-pilule que j'ai le plus de peine à les aider à retrouver leur cycle, leur alternance de périodes fertiles, infertiles. C'est inscrit dans notre corps. C'est Dieu qui a placé ça en nous. Et il n'y a pas besoin d'attendre le XXe siècle pour régler cette question. Dès le début. Et en Afrique, alors, je vous assure que les femmes, c'était une merveille. Bon. Alors, Charlie. Oui. Le Carrefour a débuté avec un atelier qui s'appelait une pastorale préventive en rapport avec la Oui. sexualité. Ouais. Et même si la question se pose bien souvent en dehors des couples constitués, il arrive quand même qu'il y ait des couples qui se constituent. Et en tant que pasteur, on intervient souvent un peu tardivement, mais quand même pour la préparation des mariages. Comment vous formuleriez ce que vous avez dit, en tout cas les conclusions que vous avez dites, de manière simple en quelques mots, pour que préventivement à tous ces aléas qui risquent d'arriver, puisque les jeunes chrétiens sont dans le même contexte que les non-chrétiens, finalement, surtout sur ces questions, donc les mêmes problèmes risquent de se poser. Comment éveiller en quelques mots simples la mentalité de ces jeunes chrétiens qui vont se marier, chrétiens ou non-chrétiens d'ailleurs, parce que c'est vrai pour tout le monde, n'est-ce pas? Comment les éveiller à cette dimension de fécondité qui englobe plus que simplement l'enfant qui va arriver 9 mois après, donc cette dimension de bénédiction, on pourrait dire. Voilà. Absolument. Mais ce sont des mots qui vont parler ces mots-là. Voilà. Je vous demande Alors, moi, je crois que... là, pour vous aider à formuler nous-mêmes. Oui, d'accord. Bon, j'ai apporté quelques documents qui sont à disposition, enfin qui sont en vente. Ça, c'est un numéro hors série qui a été fait sur la question par rapport aux méthodes d'auto-observation, aux différentes autres méthodes et au point de vue catholique, protestant, juif, musulman. C'est moi qui ai écrit l'article sur le point de vue protestant, qui était difficile parce qu'il y a tellement de points de vue différents.
Donc il existe des mouvements, il existe de la littérature, il existe ce qu'on appelle des moniteurs MAO, dont Françoise fait partie. Et il y a toute une série là, avec une pédagogie. Vous soulevez là le problème de la pédagogie, et c'est effectivement très important. Alors bon, c'est pas en 2 minutes que je peux vous donner cette pédagogie, mais elle existe. Alors bien sûr, elle existe beaucoup à travers des mouvements catholiques. Mais, bon, amour et vérité, c'est Oui, peut-être l'amour un et peu la- plus... c'est un mouvement catholique, parce que voilà. c'est vrai mais qu'on intervient pour déplacer, quel que soit leur bon. Voilà, c'est ça. Nous, on leur explique comment, avec les méthodes de contraception classique, ils mettent entre parenthèses la fertilité, et comment, avec les méthodes de régulation naturelle, ils apprennent à vivre avec la fécondité. On dit que la fécondité, ça fait partie de l'être, soyez féconds, c'est le verbe être, c'est pas le verbe avoir, c'est pas un objet comme on peut en pas que on vit avec. Et on leur explique comment, en vivant avec leur fertilité, comment le dialogue dans le couple va s'enrichir. Comment le couple va en tirer un bénéfice. Voilà, c'est pas simplement une question d'obéissance à une loi morale, etc. C'est une question de richesse pour le couple. Et finalement, scientifique. Ça construit leur couple, là, ils sont intéressés. Voilà. Donc, vous avez quelques adresses là sur la région. Hein. Vous prendrez ce prospectus. Entre autres, je vois à Montpellier Gilberte Giroux. Et son mari est sexologue. C'est aussi intéressant à savoir. Donc, ils sont tous les deux conseillers conjugaux. Son mari est sexologue. Et elle fait de l'éducation des jeunes et de la préparation au mariage pour les jeunes. Moi, je crois qu'il y a vraiment des contacts à prendre sur ce plan-là. Parce que sur ce plan-là, comme disait quelqu'un, attendez, le cycle féminin, catholique ou protestant, c'est la même chose. Hein. Oui. Allez, Charles Daniel a envie de dire quelque chose. Un tout petit mot, parce qu'il me semble préalablement, pour que la question soit bien répondue, il serait important que dans les églises, on aborde la question, même déjà au niveau de la prédication sur le projet de Dieu. Parce que moi j'ai entendu très souvent des gens qui disent, quand on aborde cette question, on dit ah, allez voir votre médecin, etc. On renvoie comme si c'était une question qu'on n'abordait pas dans l'église. Alors si on n'aborde pas cette question dans l'église, où va-t-on avec d'une façon très générale, ensuite après une question plus technique. Voilà. Alors je me permets de recommander notre livre quand même, où on en parle un peu de cette question. Alors, il y a quand même une question qui se pose à mon esprit, parce que sur le plan des diagnoses et sur le plan des suivis médicaux aujourd'hui, la position des médecins est souvent fragilisée, dans le sens où, plus qu'auparavant, le médecin est tenu responsable des résultats au niveau de la guérison ou de la non-guérison du malade. Et bon, cette méthode que vous recommandez, si quelqu'un qui le pratique a un enfant qu'elle ne veut pas, n'êtes-vous pas en situation de responsabilité? Et quelqu'un ne pourrait pas retourner contre vous pour vous attaquer en justice. Hein? Ça se passerait certainement aux États-Unis. Hein? On pourrait, si on donnait dans la technique comme infaillible, Oui, exactement. à 100%. Exactement. C'est pas le cas. Et peut-être ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'un couple comme ça, on lui dit pas, voilà la méthode, débrouillez-vous avec ça. Mais on a un accompagnement du couple pendant 6 mois, jusqu'à ce que la femme possède parfaitement la connaissance de son cycle, que le mari soit impliqué, et dès le départ, on leur dit, on les interroge sur leur motivation. Pourquoi vous voulez cette méthode-là, plutôt qu'une méthode plus efficace, entre guillemets? Où est la place du désir d'enfant? On y revient tout le temps. Et ça, c'est un aspect important de cette approche-là, c'est que ce désir d'enfant, on ne le met pas de côté, mais on en reparle constamment, et au couple, à tous les deux, faire le point avec eux. Est-ce que vraiment, est-ce que pas, où est votre désir d'enfant, inconscient, pas conscient? Qu'on voit jusque dans des choses très concrètes, par exemple, qu'il y a une femme qui nous dit, mais je casse tout le temps mon thermomètre, elle n'arrive pas à écrire, à faire sa courbe de température. Or, c'est la température qui nous dit, j'ai ovulé, je suis en période infertile.
qu'est-ce que ça veut dire dans l'inconscient qu'elle n'arrive pas à faire cette courbe? Alors on lui pose la question, madame, est-ce que par hasard, quelque part, vous n'auriez pas quand même envie d'un enfant? C'est quelque chose qui justement se travaille énormément avec le couple. C'est un des autres avantages. Vous voyez, comme je disais, la pilule se prescrit, une ordonnance médicale. Ces méthodes d'auto-observation, méthodes naturelles, s'enseignent, s'apprennent en couple et avec un accompagnement, etc. J'aimerais aussi, moi j'ai été très interpellée par ce livre de Jean-Claude Guilbeault. Qui c'est qui nous parlait hier de Jean-Claude Guilbeault? Oui, mais aussi quelqu'un hier nous recommandait. Michel Yonner, mais celui-là c'est le principe d'humanité. Et c'est aussi un petit peu, ça tourne autour de cette question de bioéthique, finalement de fertilité de type animal ou humaine, ou enfin, vous voyez, voilà. Je trouve que c'est même angoissant parce qu'il montre que c'est vraiment une question de vision du monde et d'anthropologie. Si on a dans la tête que l'humain est plus qu'un animal et nous, il est en plus à l'image de Dieu, on aura une attitude complètement différente que ceux qui pensent que, pas tout l'humain, les droits de l'homme, pourquoi on ne ferait pas une association des droits des cochons? C'est effrayant, hein, c'est très intéressant ce bouquin. Donc je vous le recommande aussi, Jean-Claude Guilbeault, Le principe d'humanité. Et je dis que Jean-Claude Guilbeault, je rappelle, est un disciple de Jacques Ellul, donc toute cette réflexion autour de la technique est aussi influencée par le penseur Jacques Ellul. Voilà, alors je pense que nous devons nous arrêter là. La prochaine session commence à 4h15. Vous pouvez bien sûr rester, discuter quelques minutes avec Madame Maire si vous voulez. Mais nous nous arrêtons là en vous remerciant beaucoup. D'ailleurs, c'est vous la prochaine intervention. Oui, voilà. Je dois aller mettre une cravate, c'est pour ça.